Bonjour à tous, donc je vais maintenant corriger à l'exercice sur le roulement sans glissement. Mais avant ça, donc on a besoin d'un certain nombre d'ingrédients. Donc ici, je vous fais quelques rappels de cours. Et donc ces rappels de cours, c'est déjà premièrement la loi de composition donc des vitesses à l'intérieur donc d'un solide en rotation avec une vitesse angulaire oméga. En fait, n'importe quel point B, la vitesse de n'importe quel point B est reliée donc à la vitesse du point A via donc la relation VB égale VA plus oméga vectoriel, le vecteur AB. Voilà, donc ça c'est quelque chose à connaître. Par exemple, ici, appliqué à ce cylindre en rotation, ça nous donne que, par exemple, le point I a une vitesse VI qui est égale à VG plus oméga vectoriel GI. Voilà, donc ça c'est pour la loi de composition des vitesses. On va avoir aussi besoin donc de l'énergie cinétique, mais ce coup-ci en fait on a besoin d'inclure aussi la rotation, et donc cette rotation nous donne un terme d'énergie cinétique de rotation qui s'ajoute au 1 demi de mvg carré habituel, et donc ce terme là c'est 1 demi de ig. Donc ig ici c'est le moment d'inertie par rapport à un axe qui passe par le centre de gravité, donc axe autour duquel on est en train de tourner, fois oméga au carré. Et enfin, donc la condition de roulement sans glissement, et donc on va revoir ça aussi en TD, c'est que la vitesse donc, du point de contact, ici I, est nulle. Et donc ça, en fait, c'est strictement équivalent à écrire que la vitesse du centre de gravité est égale au rayon donc, fois oméga vitesse angulaire donc, de ce solide en rotation. Voilà, donc on va avoir besoin de tout ça. Et ça va nous permettre l'exercice donc 7.2.6, exercice 7.2.6 qui consiste à regarder donc comment roule un cylindre de moment d'inertie connu. Donc ici on a un point de contact I, là on a un centre de gravité G, et donc forcément s'il est en train de rouler, il est en train de tourner, de rouler avec une vitesse angulaire oméga. Et s'il y a donc on est dans un mouvement donc, de roulement sans glissement, alors donc la vitesse VG en module est égale à grand R fois oméga, où grand R ici est donc ce rayon du cercle. Donc ça c'est la condition de roulement sans glissement. On le comprend bien puisque si par exemple je me décale, je tourne ici d'un angle dθ, ça veut dire que finalement je me suis, donc chaque morceau s'est décalé donc d'une certaine quantité qui est dl, et donc ce dl c'est égal à r fois dθ, et si je dérive ça par rapport au temps, donc j'ai r dθ sur dt, dl sur dt ici ça va correspondre à la vitesse du centre de gravité, et ça ce n'est rien d'autre que r fois oméga. C'est vraiment le fait que, imaginez vous êtes en train de tourner comme ça, c'est comme si au niveau du centre de gravité, vous prenez donc ce périmètre, hop, vous le collez sur la pente et ça va bien donner le r dθ. Donc ça c'est la relation de roulement sans glissement qui peut par ailleurs être qui se matérialise par aussi une vitesse du contact ici du point I qui est nulle, vitesse de contact du point I qui peut être calculée via la loi de composition des vitesses qui est écrite ici. Hop. Et en l'occurrence, elle nous dit quoi? Elle nous dit que VI est égal à donc VG plus oméga vectoriel GI. Donc calculons ça. Donc là, le postulat, c'est de dire que si cette vitesse-là est nulle, c'est équivalent à avoir un VG qui est égal à R oméga. Donc ça c'est nul. On va supposer maintenant, du coup ça veut dire que VG est censé être égal à donc, moins oméga vectoriel GI. Prenons un système de coordonnées. Ce système de coordonnées, ça va être un système de coordonnées lié donc, à la trajectoire. Donc ici, ça va être notre axe des X.
là-haut ça va être notre axe des Y, et donc pour qu'on soit dans le sens direct, donc notre Z il pointe vers nous. D'accord? Donc, oméga, on est en train de tourner dans cette direction. Donc du coup, ça veut dire qu'on n'est pas en train de tourner dans le sens trigonométrique. Ça veut dire que si le vecteur UZ pointe vers nous, alors il faudra compter ce oméga comme quelque chose de négatif. Donc là, on a un signe moins. Mais ça, en fait, c'est quoi? C'est moins oméga fois UZ, vectoriel GI, c'est-à-dire moins R fois UY. Donc là, on a moins et moins, ça fait plus et plus, c'est pareil. UZ vectoriel UY, donc ils ne se suivent pas, du coup ça donne moins UX. Moins UX, mais on avait un signe moins ici, donc on a bien plus, donc ça c'est bien égal à plus grand R oméga, et donc UX. Donc on est juste en train d'écrire que si VI est égal à 0, alors ça veut dire que la vitesse du centre de gravité est égale à plus R oméga UX, qui était en fait ce qu'on avait écrit dès le début. Mais, donc tout ça, ça veut dire que c'est strictement équivalent d'écrire ces deux égalités. Avec I ici, donc vitesse du point de contact. Voilà. Donc il faut retenir ceci, VG égale R oméga, ce qui correspond à une vitesse ici du point d'interaction entre le cylindre et donc la pente qui est nulle. Voilà, et donc maintenant, le but de cet exercice est de trouver quelle est l'évolution donc temporelle de ce VG, puisque forcément donc, il y a l'accélération de la pesanteur, du coup cet objet va accélérer et donc sa vitesse du centre de gravité va évoluer en fonction du temps. Ça ne va pas être pareil que si c'était juste une masse, et on va voir en quoi c'est différent. Donc pour ça, on a au moins donc, deux méthodes. Donc la première méthode, c'est un mélange donc, du PFD avec le théorème du moment cinétique. On va peut-être commencer par celle-là. Et il y a une deuxième méthode qui est basée donc, sur le théorème de l'énergie cinétique. Donc commençons par la première méthode. Donc ça, c'est la méthode 1, où on va mélanger le PFD avec le théorème du moment cinétique. Donc, allons-y, appliquons le PFD. Et donc, le PFD, on a besoin de voir les forces qui sont en jeu. Donc, on va avoir effectivement le poids. On va avoir la réaction que j'appelle R du support. Et puis, on va avoir une force de frottement que j'appelle Fs, qui est une force de frottement statique, puisque de toute façon, ici, la vitesse du point I est nulle. D'accord? Donc voilà, donc si on applique ça dans la direction des X, ça veut dire que on a dans la direction des X, on a mg fois le côté opposé, donc c'est mg fois sinus θ, et donc ça c'est un signe plus, moins fs, qui est égal à donc m fois x point, ça c'est dans la direction des X, et dans la direction donc des Y, on va avoir donc mg fois, on va avoir moins mg fois cos θ, donc moins mg fois cosinus θ, ça c'est la composante du poids projeté donc sur l'axe des Y, plus R qui est égal à my point. En l'occurrence, l'accélération dans la direction des Y, si on n'est pas en train de décoller, ça vaut 0, et ça veut donc dire que la réaction est égale à mg fois cosinus θ, et ça c'est exactement pareil que dans le cadre de juste une masse qui glisse comme ça sans frottement. Bon, voilà. Donc là on a x point, et ce x point correspond une certaine accélération angulaire,
Et cette accélération angulaire, donc on rappelle, donc ça c'est Vg qui est égal à r fois θ point. Et du coup, l'accélération donc à G, du point G, est égale à r fois θ point point, mais qui correspond à l'accélération du coup dans la direction des x. Donc ça c'est aussi x point point. Donc ça, ce n'est rien d'autre que m fois un grand R fois θ point point. Voilà. Ok, donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'on a une première forme pour l'accélération du centre de gravité, x point point, qui est égal à, du coup à vg point, et on rappelle, ce qu'on cherche, c'est quel est le vg. Donc on peut juste réécrire ça comme vg point, qui est égal à g sinus θ moins, du coup, la norme de la force de frottement divisé par m. Voilà. Donc ça, c'est une première équation qu'on va garder et qu'on va utiliser pour ensuite déterminer quel est vraiment ce Vg. On voit bien ici qu'on a à peu près tout sauf le Fs, c'est-à-dire la norme de la force de frottement statique. Et donc ça, on va l'utiliser, on va l'obtenir. Et on va l'obtenir comment? On va l'obtenir en utilisant donc, le théorème du moment cinétique. Et donc ce théorème du moment cinétique, il nous dit quoi? Il nous dit que la dérivée donc, du moment cinétique, ici par rapport à un axe de rotation donc, qui passe par le centre de gravité, donc je mets G par rapport à dt, donc c'est un vecteur, est égal à la somme sur les forces des moments par rapport à donc, ce point G de force, et donc ces forces, ça sera voilà, des forces. Donc ici, on aura quoi? On aura le moment du poids, donc c'est par rapport à G du poids, plus le moment de la réaction, plus le moment et donc de la force de frottement statique Fs. On n'oublie pas, ceux-ci sont des vecteurs. Voilà, donc le moment du poids par rapport au point G, il est nul, tout simplement parce que là, si on écrit V donc en toutes lettres, ça c'est quoi? C'est donc G vectoriel le poids, puisque la force, le poids s'applique au point G, et on regarde le moment d'inertie, le moment de la force par rapport au point G. Du coup, ici on a un vecteur nul, donc ça s'annule. Le moment de la réaction, donc du coup, là ça s'applique au point I, donc c'est GI, donc c'est plus GI, donc là c'est bien, ce n'est pas nul, mais c'est vectoriel, je vais l'appeler R, R, donc ça va être plus R UY. Et en l'occurrence, GI et UY sont collinéaires, donc du coup on sait que ça va être nul, et à la fin, donc ça c'est 0, ça c'est 0, et à la fin il ne reste plus que quoi? Le moment donc, de la force de frottement statique qui du coup s'applique en I, et donc c'est égal à GI vectoriel cette force de frottement statique. Voilà. Donc, on n'a qu'un seul terme qui est non nul, c'est GI vectoriel Fs. GI vectoriel Fs, donc GI, donc c'est moins, donc ça c'est égal à moins R dans la direction des UY, ça c'est le GI. Vectoriel Fs, Fs il est orienté dans la direction des moins UX, donc c'est moins Fs UX. UY vectoriel UX, c'est moins UZ, on avait un signe moins ici, donc ça donne plus. Donc ça, c'est égal à grand R fois Fs fois UZ. Grand R fois Fs fois UZ, donc ça c'est le moment de l'ensemble des forces
qui du coup est relié à la dérivée du moment cinétique. Le moment cinétique, LG, qui est égal à, du coup, c'est G. Qu'est-ce que je raconte moi? Le moment, oui, qui est égal à, donc du coup, c'est IG fois oméga, et oméga, on avait vu que c'était moins θ point. Donc oméga étant dans cette direction-là, du coup, c'est pas dans le sens trigonométrique, donc c'est moins θ point, c'est moins θ point UZ. Et si on prend la dérivée, donc c'est LG qui est égal à donc la dérivée de LG sur dt qui est égal à donc moins IG θ UZ qui du coup est égal à grand R FS UZ. Voilà. Donc réécrivons ça un tout petit peu plus haut. Donc si on réécrit, ça veut juste dire qu'on a quoi? On a θ point point qui est égal à grand R Fs, donc avec un signe moins sur IG. Alors pourquoi il y a un signe moins? Donc effectivement il déroule des calculs, mais c'est logique, hein, ça veut dire que l'accélération angulaire est négative, ça veut dire qu'on est en train d'accélérer dans un sens qui n'est pas le sens trigonométrique. Donc c'est logique d'avoir un signe moins ici. Donc ça se relie à l'accélération angulaire, à l'accélération VG point là. Donc si on fait R θ point point, on n'oublie pas que ça c'est aussi égal à donc VG point. Donc ça veut dire qu'on a VG point qui est à la fois égal à moins R carré Fs sur IG, mais c'est aussi égal à ça. Et donc égalons-les et voyons ce qui se passe. Donc on peut remplacer le IG, le moment d'inertie d'un cylindre, c'est 1 demi de mr carré. Donc ça c'est moins grand R carré Fs sur IG, donc c'est grand M R carré sur 2. Les R carrés s'en vont et donc on a moins 2 Fs sur M. Voilà. Donc là j'ai dit égalons-les, alors on ne va pas les égaler, ce qu'on va faire c'est que du coup on va exprimer Fs en fonction de Vg point. Et ça, on va l'intégrer là-dedans, ce qui va nous permettre de déterminer quel est le VG point. Donc, ici, on a quoi? On a Fs, qui du coup est égal à, donc il y a un signe moins, grand M VG point sur 2. Et donc ça, alors c'est le même M, c'est la même masse, c'est la masse totale. Hop. C'est le même M, il n'y a pas de raison que ça change. Et du coup, si on intègre là-dedans, ça donne quoi? Ça donne VG point qui est égal à G sinus θ moins Fs sur M, donc en l'occurrence Fs sur M, donc moins Fs sur M, c'est aussi directement VG point sur 2. Donc ça c'est plus VG point sur 2. Donc là, on a du VG point VG point moins VG point sur 2. J'ai dû me tromper quelque part.
Alors oui, je me suis trompé quelque part et c'était ici dès le début. Tout simplement pourquoi? Parce que donc cette accélération ici, c'est l'accélération du centre de gravité G, qui du coup est une donnée qui est positive puisque j'ai orienté donc mon axe des X dans cette direction. Or, la façon dont j'ai défini ça, on a quoi? On a θ point qui lui est négatif. Donc ça veut dire en fait que ici il faut que ce soit un signe moins. Là du coup c'est bien plus, plus, et donc là on a moins, ce qui veut dire qu'ici on a un signe moins, et donc les choses se renormalisent. Du coup on a quoi? On a 1 plus 1 demi, c'est-à-dire 3 demi. Donc ça c'est 3 demi de VG point, qui est égal à G sinus θ. Et donc à la fin on a VG point qui est égal à donc 2 tiers de G sinus θ. Donc ça c'est une constante. Et si on veut avoir l'évolution temporelle de la vitesse du centre de gravité, ben c'est juste Vg qui est égal à donc 2 tiers, on intègre 2 tiers de G sinus θ fois t. Voilà. Donc ça c'est la vitesse du centre de gravité G en fonction du temps. Donc ça augmente de manière linéaire, comme une chute libre, mais avec donc comme une chute libre ou un plan incliné. Ici, on a le facteur 2 tiers en plus qui prend en compte le fait qu'on ait ce moment d'inertie non nul. Voilà. Donc ça, c'était pour la méthode numéro 1 qui faisait appel à la fois au PFD et au théorème du moment cinétique. Et on va voir maintenant qu'on peut le faire d'une manière différente. Et ça, c'est en faisant appel donc, au théorème de l'énergie cinétique. Donc c'est la méthode numéro 2. Méthode numéro 2, théorème de l'énergie cinétique. Et donc la première chose à faire, c'est d'écrire quelle est l'énergie cinétique. Donc, comme on l'a vu dans le rappel, il y a à la fois une énergie cinétique liée donc, au mouvement donc, linéaire du centre de masse. Donc ça c'est 1 demi de m fois le v, donc c'est un petit g mais en fait ça correspond au grand G, Vg carré. Plus l'énergie cinétique de rotation par rapport à ce centre G. Donc ça, c'est plus 1 demi de IG fois oméga au carré, c'est-à-dire θ point au carré. Voilà. Donc à la fin, on a quoi? On a 1 demi de m. Vg, on sait que c'est R oméga, donc ça c'est R oméga, donc c'est R carré oméga carré plus 1 demi de, donc laissons le oméga pour garder les mêmes notations, de IG, donc c'est M R carré donc sur 2, donc là il y a un 4, fois oméga carré. Donc on a quoi? On a 1 demi plus 1 quart de M R carré oméga carré, c'est-à-dire 3 quarts de petit m R carré oméga carré, ou encore, ça c'est 3 quarts de m fois v g au carré. Voilà. Donc on a rajouté, il y a un petit peu plus d'énergie cinétique parce qu'on a non seulement le mouvement linéaire donc, du centre de gravité, mais on a aussi cette rotation qui rajoute de l'énergie cinétique de rotation. Et donc je vous ai dit qu'on allait utiliser le théorème de l'énergie cinétique dans sa forme locale. Théorème de l'énergie cinétique qui nous dit donc, que la variation donc, de l'énergie cinétique le long d'un chemin est égale à donc, une somme sur les forces, des travaux des forces, des travaux du coup des F scalaires dl. Voilà, donc du coup on a besoin de faire cette somme sur les forces et il va y avoir quoi comme force? Il va y avoir donc le poids, donc on va avoir du P scalaire dl, mais dl de quoi? C'est le dl donc, du point G, plus la force F
de frottement statique, scalaire le dl, mais le dl de quoi? Du point I. Et plus R, scalaire dl, et pareil du point I. Alors, donc ça c'est dans sa forme locale, ce qui en fait permet directement de relier ça à la puissance instantanée. Si on divise tout par dt, ça c'est sur dt, et donc ça c'est d de Lg sur dt, d de Li sur dt, d de Li sur dt. Donc à la fin on a quoi? On a la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée de ça, qui est égale à donc P scalaire V, donc là c'est la vitesse du point G, plus Fs scalaire VI, plus R scalaire VI. Sauf que ici on est dans un mouvement donc, de roulement sans glissement, du coup la vitesse du point I est nulle, et du coup en fait ces deux termes sont nuls. Alors la réaction elle est même doublement nulle, puisque de toute façon c'est une force qui ne travaille pas, elle est perpendiculaire. Et ça, est-ce que c'est vraiment étonnant que ce soit nul? Non, tout simplement parce que on rappelle qu'on est sans glissement, du coup c'est une force de frottement statique, du coup il ne peut pas y avoir de variation d'énergie cinétique associée à une force de frottement statique. Imaginez, donc vous avez posé votre objet, il est immobile, même s'il y a une force, il n'y a pas de travail associé à cette force, puisque de toute façon il n'y a pas de variation d'énergie cinétique, on est statique. Donc ça c'est 0, ça c'est 0, doublement 0 si vous voulez, et du coup on n'a plus que P scalaire Vg, et donc ça ce n'est rien d'autre que Mg sinus, donc les deux vont dans le même sens, donc c'est Mg sinus θ fois Vg. Mg sinus θ fois Vg. Et c'est censé être égal à donc, la dérivée temporelle de ça, sachant que ici c'est Vg qui dépend du temps. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à 3 quarts de M. Donc 3 quarts de M. Et ensuite, il faut faire donc, la dérivée de Vg carré, c'est-à-dire 2 fois Vg fois Vg point. Donc on a ça qui est égal à ça. Donc ça c'est égal à... donc là on peut simplifier. Le 2, ça devient 2 ici. Là les Vg ils s'en vont. Et donc on obtient quoi? On obtient que... je l'écris là, que Vg point est égal à quoi? Est égal à, donc les M s'en vont, est égal à 2 tiers de G sinus θ. 2 tiers de G sinus θ, qui est exactement ce qu'on avait obtenu, donc en mélangeant donc, le théorème, en mélangeant le TFD et le PFD, le théorème du moment cinétique. Et on obtient effectivement donc la même forme à la fin, qui est la forme intégrée de ça, qui nous dit du coup que Vg est égal à donc, la primitive de ça, c'est-à-dire 2 tiers de G sinus θ, donc ça c'est une constante, fois t, il y a une constante d'intégration, mais on a dit que la vitesse était nulle à l'instant initial, donc on obtient la même chose qu'avant. Voilà. CQFD. Donc encore une fois, par rapport à juste un mouvement donc ici de glissement sans frottement, il y a juste donc, le facteur 2 tiers qui a changé. Voilà.